Le propriétaire vient et il dit « je vends la ferme ». Alors là, ça nous a posé un gros problème. On n'avait pas un sou ni l'un ni l'autre, pas de métier non plus. Donc il a fallu, on s'est lancé. Ça s'est vendu au mois de février d'après. On s'est marié au mois de juillet. Et là, notre voyage de noces, c'était dans le maïs. Dans les Russes, il y avait plein de Russes. Alors moi, je dis toujours, notre voyage de noces, c'était en Russie. Et on avait un monsieur qui passait tous les mois, qui avait les études de vétérinaire. Il nous vendait des médicaments homéopathes. Et un jour, je lui dis, on arrive à soigner nos animaux, mais nous, on n'a rien. Ah, mais je peux vous faire connaître un docteur homéopathe et vous pourriez vous mettre en bio. C'est parti comme ça. En bio, vous mangeriez du pain bio, vous verriez que ça vous ferait du bien. Ah oui, mais on ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler. Je vais vous faire connaître quelqu'un et puis vous allez faire des visites. De fil en aiguille, on s'est renseigné. On a emmené Jackie avec nous, un petit bonhomme de 2 ans à l'époque. Et puis on s'est lancé. Au printemps 1968. C'était la méthode de Lemierre Boucher. Donc c'était des algues marines qu'on broyait. Le lithotame, ça s'appelait. Il fallait en mettre dans le fumier, sur la litière aussi, dans les écuries, sur les lucernes, Et on a fait un blocage de terrain, parce que nous on est sur terrain calcaire. Et personne pour nous dire, faut pas. C'est trop. Blocage aussi au niveau des animaux, elles avaient le poil piqué. C'était une méthode qui était adaptée pour les éleveurs et surtout dans des terres acides. Mais non, le sol, c'est pas le même partout et c'est Voilà. l'erreur. Mais après, il y a eu d'autres méthodes Il y a qui eu sont d'autres, arrivées. oui aussi. Ouais. Comment il s'appelait, racineux là. Voilà. Et puis après, qui a apporté d'autres produits justement Oui. qui étaient moins alcalins. Et après, avec l'augmentation du nombre d'animaux, de rapporter plus d'humus, aussi. ça permettait d'acidifier les terrains. Il fallait faire le contraire de ce que les conventionnels faisaient. Les conventionnels ont acidifié leur terrain avec les engrais chimiques. Après, il a fallu qu'ils les réalcalinisent. Et là, en bio, c'était le contraire, quoi. Et après, il y avait dans les champs, c'est les bio. Tous les champs qui étaient sales, c'était les bio. Oh, c'était pas facile. Hein. Forcément, avec les désherbants, il n'y avait pas d'herbe. C'était propre. Il ne fallait pas chercher du samener. C'était les bio qui étaient sales. Tout était bon pour nous persécuter, si on peut dire. Hein. Nous enfoncer. Même au niveau familial, hein, c'était pas évident. Hein. C'était le début des désherbants. Le fait que ça supprimait l'herbe, que ça détruisait, c'était pas normal. Avec nos parents, on ne nous avait pas appris ces choses-là. C'était pas normal. Pourquoi aller en contre la nature? Beaucoup de gens avaient commencé en même temps qu'eux. Oui. Sur Châtellerault, là, ils étaient nombreux. Hein. Personne n'a continué. Tout le monde a abandonné. Oui. Même Jackie l'a subi. Oui, même moi, quand j'ai fait mes études agricoles, on rigolait de la bio. Hein. Non, c'est bien que depuis les années 2000, là, il y a une prise de conscience, de par les consommateurs, plus que par les producteurs d'ailleurs. Les producteurs, ils sont arrivés à changer un peu leur image avec les CTE quand il y a eu les aides pour passer en bio, en 2002-2003. Et puis maintenant encore plus, parce qu'ils se rendent compte que leur système, ils en sont rendus au bout et ça ne marche pas. Mais nous, on n'a pas eu d'aide pour se mettre en bio. Jusqu'avant 92, c'était ce qu'on appelait des mentions. Avant 92, il y avait 17 mentions. Lemierre Boucher, Nature et Progrès. C'est ça que tu appelles les mentions. Voilà, il y en avait 17 comme ça. Il y avait France Nature, il y avait, enfin je ne me rappelle plus le nom, tout. Et c'était, alors c'était bien parce que c'était en bio, mais c'était un peu la querelle des chapelles. Ah bah ça. Et au lieu de faire avancer le bio, ça le faisait reculer, parce que chacun disait que c'était quasiment son bio à lui qui était mieux que l'autre. Et c'est qu'à partir de 92, où là, il y a eu un cahier des charges européen, et je trouve que ça a été vraiment très très positif pour le bio. Ça a tout mis à plat, où on le respectait pas, mais il y en avait un pour tout le monde, il n'y avait plus de querelle de chapelle. Maintenant, vous avez les consommateurs qui sont pour vous, mais à l'époque, vous n'aviez personne. Oui, c'était vraiment, le terme, c'était, le bio, c'était les marginaux, quoi. C'était l'époque des grands cheveux, alors on y mettait, pareil, des marginaux, qui nous en ont fait voir tous. Hein. Quand on vous dit, vous allez faire ça, si l'agriculture a crevé de faim, vous vous rendez compte? Alors, non, il fallait faire le coup quand même, hein, quand on vous dit des choses comme ça. Hein. C'est ce que c'était le terme, hein, la chambre d'agriculture. C'était le terme. Hein.
Enfin, on avait quand même raison. Ah oui. Oui, parce que pendant des années, ils leur ont dit qu'ils avaient tort, donc là... Alors que pendant des millénaires, les agriculteurs transmettaient les terres à leurs enfants, et puis là en 20 ou 30 ans de temps, on dit, ouais, non, mais surtout fais pas ça. Quand Jackie il a dit qu'il voulait continuer, alors ça c'était quand même une grande satisfaction. Hein. Nous on a un métier où il faut s'adapter avec la nature, la météo, et on ne doit plus utiliser le sol comme un support, mais comme un milieu vivant. D'abord, ici c'est une ferme familiale. Donc moi je suis la 3e génération à être ici et bientôt une 4e. Là la ferme elle est sur 128 hectares, donc une partie en propriété, une partie en fermage, avec 50 vaches allaitantes, donc des vaches à viande qui nourrissent leurs veaux, et puis donc une soixantaine de génisses, entre 1 an, 2 ans, 3 ans pour le renouvellement et puis la vente en colis. L'intérêt de la ferme aussi, c'est là encore aussi on part sur l'autonomie en général, pour être autonome le plus possible et d'être moins dépendant du milieu extérieur. L'effet d'avoir des céréales et de l'élevage, ça me permet d'avoir notamment pas mal de légumineuses, donc des luzernes, qui ont un rôle nettoyant par rapport à l'herbe. Et en plus, les légumineuses, elles captent l'azote de l'air. Donc elles enrichissent le sol en azote, donc moins besoin d'intrants pour les cultures qui arrivent derrière, quoi. Et plus d'intrants apportés avec la matière organique des animaux, donc ça nous permet d'être plus autonomes de ce côté-là, quoi. Donc les céréales me permettent d'être autonome au niveau de l'alimentation, au niveau des paillages, parce que comme là les luzernes, on les laisse pour 4 ans. Puis après, donc on fait du blé, et le blé qui est derrière la légumineuse, on n'apporte rien, et c'est là où il est le meilleur en rendement et en qualité, quoi. Donc nous, pour se faire un revenu, en fait, on le fait avec les ventes, bien sûr, mais aussi beaucoup avec l'économie de charge. Les semences, ça fait partie de l'autonomie, hein. C'est un des éléments de l'autonomie. On utilise au maximum des semences de ferme. Il y a 2 aspects. Il y a d'abord le côté économique quand même, parce que les semences certifiées bio, notamment les semences de céréales, on est environ à 1 000 € la tonne. En fait, on ressème une petite parcelle de semences de blé, d'orge, de triticale tous les ans, et on en garde toujours sur ce lot-là pour refaire les semences pour l'année d'après. Et depuis 2 ans, là, je me suis mis à faire des semences population, donc en maïs, là aussi pour être plus autonome au niveau des semences de maïs, parce que les semences de maïs dans le commerce sont hybridées et on ne peut pas les ressemer. Et justement, là aussi, il y a un problème de coût, parce que quand on sème du maïs avec des semences certifiées bio, ça nous coûte environ 300 € de l'hectare. Alors, déjà, nous en bio, c'est vrai que l'herbe, c'est un cheval de bataille. Pour nous, c'est important de mettre tous les moyens pour lutter contre l'herbe, mais c'est un travail de longue haleine. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des assolements, donc ça en fait partie. Jamais remettre 2 fois la même culture, parce qu'on sait qu'il y a des adventistes qui lèvent à l'automne et d'autres au printemps. Par exemple, si on a des chardons, eh bien nous on va implanter une luzerne justement, parce que la luzerne détruit les chardons. Après, on implante des variétés, notamment en céréales, en blé, assez touffues, de manière à étouffer et à couvrir le sol de manière à ce qu'il y ait le moins de lumière possible pour éviter l'élever. Et après, on a des moyens plus curatifs, j'ai envie de dire, parce que comme dans les céréales, après on va passer la RC-trille. Donc la RC-trille a double rôle. Elle a un rôle d'arracher les petites herbes quand ils sont en stade de plantule, donc plus petits que la céréale. Et puis elle a un autre rôle, c'est d'aérer, de casser la croûte qui s'est formée pendant l'hiver au niveau des sols, et d'aérer les sols en surface et d'activer la vie microbienne des sols. Pour les cultures de printemps, notamment maïs, tournesol, on a l'aiguinage pour nettoyer l'herbe là aussi, et en même temps toujours casser la croûte du sol pour aérer et faire actionner la vie microbienne du sol. Maintenant, on est équipé de bineuses avec caméra, donc qui visionnent le rang et qui suivent le rang. Donc nous, on prend le problème à l'envers que les conventionnels pour lutter contre la sécheresse. Au lieu d'irriguer, on apporte de la matière organique dans les sols avant, qui eux ont un rôle d'éponge, un petit peu retiennent l'humidité. Et après, on fait 2 binages, voire 3 avec le passage RC-trille,
pour éviter les évaporations. Parce qu'on sait que quand un sol est croûté et crevassé, donc lézardé, c'est là où il y a beaucoup d'évaporation. Et quand il y a une crevasse profonde, l'évaporation se fait depuis 50 à 1 mètre de profondeur du sol. Donc en cassant la croûte qui est superficielle, là on évite les évaporations. Alors les cimeuses, là, ça c'est un moyen de lutte contre les herbes, mais curative là aussi. Donc on passe les cimeuses dans les céréales au printemps pour couper les herbes qui pourraient monter au-dessus des cultures, de manière à protéger la culture et éviter que ces mauvaises herbes montent à graines et se reproduisent l'année d'après et nous fassent des réserves de mauvaises herbes dans le sol. L'enrubanage, vu qu'on le ramasse humide, ça permet de le ramasser beaucoup plus tôt. On laisse 3 jours par terre au lieu d'une semaine pour du foin. Et souvent c'est pour récolter les légumineuses. Donc les légumineuses sont délicates pour récolter les feuilles, surtout quand elles sont bien sèches. Donc là ça permet d'en récolter davantage. Et en plus on sait que la chaleur altère les vitamines, donc l'effet d'être moins longtemps au soleil, on a un fourrage plus riche en vitamines, quoi. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de le stocker dehors par rapport à du foin notamment. Donc l'intérêt de la polyculture, justement là aussi, c'est un plus par rapport à l'autonomie, parce que la polyculture, on varie les espèces au sein d'une même parcelle. On ne fait jamais 2 fois de suite la même culture, jamais de blé de suite, jamais de maïs. Le but, c'est de tourner par rapport à la lutte contre les mauvaises herbes déjà, et en plus pour l'équilibre du sol, parce que chaque plante, chaque culture a des besoins en éléments différents. Donc l'effet de varier les cultures, on varie les besoins. Il y a 2 parties au niveau des céréales. Il y a les céréales autoconsommées et les céréales vendues. Le blé, il n'y a rien du tout qui est donné aux animaux. Les déchets du trieur pour les volailles, mais autrement, le blé, pour moi, c'est un produit noble. Donc c'est un produit pour faire du pain, pour les humains, quoi. Tournesol aussi, il n'y a pas du tout de tournesol de donner aux animaux. Tout est pour l'alimentation humaine, pour faire de l'huile, quoi. Je fais du maïs grain et là j'en garde une partie pour mes animaux et le reste est vendu à l'extérieur, quoi. Et donc la partie des céréales autoconsommées, donc c'est tout ce qui est mélange, orge-pois, triticale, avoine. Donc ils sont implantés dans les terrains en mélange comme ça, tout près. Donc on les récolte, après on les passe ce qu'on appelle le séparateur, donc c'est pour les nettoyer, enlever toutes les impuretés pour qu'ils puissent se conserver et qu'il y ait le moins possible d'insectes. Et après on le stocke dans des cellules. Alors une partie qui est transformée en farine et une autre partie destinée pour les graines germées. Donc les graines germées, donc ça c'est une pratique que j'ai commencé quand je me suis installé. Je suis allé en visite et à l'époque il y avait plusieurs éleveurs qui pratiquaient ce système. Donc le but, c'est dans des plateaux et un germoir, de faire germer les graines. On transforme l'amidon en fait en acide aminé, ce qui permet de valoriser aussi l'ensemble de la ration. Mais la ration est mieux digérée grâce aux graines germées. Et en plus, on multiplie le taux de vitamines par 400 par rapport à une graine sèche. Donc des céréales qui sont quand même au départ pauvres en vitamines. Et là, on multiplie le taux de vitamine par 400. Et en plus, on augmente, on double à peu près tout ce qui est minéraux, phosphore et calcium. Donc l'intérêt pour moi des graines germées, c'est un plus dans l'autonomie alimentaire. C'est pas que ça, mais c'est ce qui permet d'être autonome à 100% au niveau de l'alimentation. Avant, mes parents travaillaient avec les betteraves. C'est un très bon produit pour les animaux, mais il faut les désherber manuellement. Et on passe beaucoup de temps dans les binages, quoi. Donc quand je me suis installé, j'ai augmenté le cheptel, je me suis dit il faut que je trouve une autre solution pour remplacer les betteraves. Alors actuellement, on fait toujours une petite parcelle d'une vingtaine d'arts pour une betterave, justement, qui est là en remplacement, notamment pour les veaux. Le système des graines germées, donc c'est un système avec de l'arrosage. Et quand il gèle très fort, on risque de faire claquer les tuyaux ou autre. On arrête complètement les graines germées, on vidange, on remplace par les betteraves.
Alors globalement, on est autonome au niveau de l'alimentation à 100%, quelle que soit la saison. Donc toute la période hivernale, donc c'est ce qu'on appelle des rations hivernales, donc avec du foin, de l'enrubanage, des céréales en farine, en graines germées, des betteraves quand il fait trop froid. Et puis après, il y a la partie été. Là, on est dans des prairies naturelles, donc qui sont implantées depuis plusieurs années et qui restent continuellement implantées. Donc le rôle des prairies, c'est de nourrir les animaux pendant la période estivale. Donc on sort les animaux à peu près au mois d'avril et ils restent dans les prairies jusqu'au mois de novembre, décembre, suivant la météo, quoi. Alors, en agriculture biologique, on a droit à 2 interventions par an et par animal en allopathie, donc en médecine traditionnelle. Mais nous, on évite de l'utiliser, on l'utilise vraiment en dernier recours. Autrement, on utilise l'homéopathie, la phytothérapie et l'aromathérapie. On arrive à avoir des animaux plus sains grâce aux graines germées aussi, et dans les pâtures notamment. Moi, j'apporte pas du tout d'engrais azotés parce que l'engrais azoté provoque la pousse de l'herbe plus importante en volume, c'est vrai, mais la déséquilibre et l'herbe est gorgée d'eau et quand elle est gorgée d'eau, elle est moins riche en éléments. Donc plus déséquilibrée au niveau de l'alimentation pour les animaux, quoi. L'intérêt des prairies naturelles, c'est de conserver les haies, les buissons, les arbres. Parce que c'est important aussi pour les animaux, notamment en ce moment dans des périodes de canicule, là, elles ont besoin d'ombre aussi pour se rafraîchir, quoi. Ouais. Bah là, je contrôle, on vérifie les achats de semences, parce que les producteurs bio doivent acheter des semences bio. Et si jamais, ce qui peut arriver, c'est que les semences bio ne sont pas disponibles sur le marché, il n'y a pas assez de semences bio pour tous les producteurs. Donc à ce moment-là, ils sont autorisés à acheter des semences conventionnelles mais non traitées. Et à ce moment-là, ils doivent faire une demande de dérogation. Donc d'un point de vue plus général, oui, donc, au niveau de la fertilité des sols, donc, vous faites rotation avec la luzerne, les lumineuses. Vous apportez donc le fumier de la ferme. Et en complément, donc, vous achetez un peu d'engrais organiques bio. Compost de déchets verts, c'est mis sur quoi ça? Sur les prairies justement qui ont été implantées là. Ah oui, d'accord. En bio, les producteurs sont limités en apport d'azote. Parce que derrière, ça a un impact sur l'environnement. Hein. Parce que quand il y a des grosses doses d'azote, il y en a forcément qui va dans les rivières. Mais bon, nous de toute façon en bio, on manque toujours d'azote. Ouais. L'élément qui limite les rendements, souvent c'est l'azote. Parce que là, je vois donc il y a eu un veau là qui était le veau que vous avez fait en février, donc abattage. Donc il y a une partie qui a été donc vendue en caissette. Tout. Tous les veaux sont vendus à 6 mois en veau sous la mer. Sur une quinzaine de génisses à l'année, il y en a la moitié qui sont gardés pour le renouvellement et l'autre moitié qui partent à la boucherie pour faire des colis. Donc tout ce qu'on peut vendre en colis sur l'exploitation, tous les animaux sont nés sur la ferme. Y compris toutes les mères qui sont ici. Toutes les mères sont nées. Il n'y a que les taureaux qu'on achète à l'extérieur pour éviter la consanguinité. En fait, pourquoi vous venez acheter votre viande en direct chez un producteur et pas chez le boucher? Chez le boucher. Donc, voilà, c'était d'abord pour la qualité, bio en plus, parce que surtout ça qu'on maintenant on est obligé de regarder. Ça fait maintenant peut-être 1 an, un peu plus, que je viens chez Monsieur Dorin prendre de veau et bœuf. Et je fournis mes enfants, mes garçons, voilà, et je suis très contente. Voilà. J'ai entendu parler de cette ferme il y a déjà un petit moment par quelqu'un qui était venu, un artisan qui était venu à la maison pour des travaux. Et puis, je dois dire, ça m'était un petit peu sorti de la tête. Bon, on cherche toujours à avoir des produits de qualité et puis on se tourne de plus en plus vers le bio, on n'est pas les seuls. Et puis, il se trouve qu'il y a eu cette fête il y a peu de temps, là, la fête de la diversité.
puis du coup, dans la foulée, j'ai commandé de la viande, j'ai commandé du bœuf et du veau. Donc motivation, qualité, voilà, le prix aussi que je trouve très correct pour du bio. Ici, quand on vient prendre nos colis, la viande a bon goût. Elle est aussi relativement bien coupée, parce que ça, je crois que ça compte hein, par rapport à une grande surface. Et puis, on sait aussi que c'est produit à côté, que c'est produit sainement, donc on sait ce qu'on mange. Puis vous, ça fait quand même plusieurs années maintenant Ah oui, que vous oui, venez. oui. Donc vous avez un peu de recul pour voir si au fil du temps ça convient ou pas, quoi. Oui, je pense que si je reviens, c'est que ça convient. De plus, après, bon, étant donné qu'Isabelle s'est installée en maraîchage bio, nous restons aussi, nous, dans cette éthique. Respect de la nature, respect de l'environnement, le local, voilà, il y a tout ça. Alors pour terminer, je dirais que le producteur et son épouse sont des gens très gentils, agréables et accueillants.